Les champs de lavande s'étendaient à perte de vue sous le soleil provençal, leur ton violet dansant doucement dans la brise du matin. Élise Moreau contemplait ce spectacle depuis la terrasse du refuge de Baume de Venise, son sanctuaire pour animaux sauvages niché au cœur de la Provence. À 52 ans, elle portait dans ses yeux vers la même passion qui l'avait animée depuis son enfance, lorsqu'elle parcourait ces mêmes terres avec son père, propriétaire d'un petit vignoble familial. Le parfum enivrant des lavandes lui rappelait ses journées d'été où, adolescente, elle s'échappait pour observer la faune locale. C'était lors d'une de ces escapades qu'elle avait aperçu son premier lynx eurasien, une rencontre qui avait scellé son destin. La majesté de l'animal, son regard perçant et sa démarche silencieuse l'avaient marqué à jamais, gravant dans son cœur la certitude de sa vocation. Aujourd'hui, le refuge de Baume de Venise était devenu un symbole d'espoir pour la préservation de la faune sauvage. Les bâtiments en pierre locale s'intégraient harmonieusement au paysage, abritant des dizaines d'espèces menacées. Élise y avait consacré 20 ans de sa vie, transformant ce qui n'était au départ qu'un modeste centre de soins en une réserve naturelle reconnue internationalement. Sa fille Camille, maintenant âgée de 25 ans, marchait dans ses pas avec la même détermination. Cette matinée-là, elle préparait une présentation pour un groupe d'investisseurs potentiels, une réunion qui pourrait changer l'avenir du refuge. « Maman » appela Camille depuis son bureau, « tu peux venir voir les nouveaux plans d'expansion ?» Élise sourit en entendant l'enthousiasme dans la voix de sa fille. Elle se dirigea vers le bureau, ses pas résonnant sur le plancher en bois ancien. Les murs étaient tapissés de photos d'animaux sauvés et de cartes détaillées de la région. Sur le bureau de Camille s'étalaient des documents et des plans ambitieux pour l'agrandissement de la réserve. « Regarde » expliqua Camille en pointant une zone sur la carte, « si nous parvenons à acquérir ces terrains, nous pourrons créer un corridor écologique complet pour les lynx. » Ses yeux brillaient d'excitement, rappelant à Élise sa propre jeunesse. Les propriétaires sont prêts à négocier, et avec le soutien de la Fondation Baume, nous pourrions enfin réaliser ce projet. La proposition était audacieuse, mais Élise savait que c'était le moment ou jamais. La réunion avec les investisseurs approchait, et une décision cruciale devrait être prise. Accepter leur aide signifierait plus de moyens pour protéger les animaux, mais cela impliquerait aussi de céder une partie du contrôle sur la gestion du refuge. Une perspective qui la troublait profondément. Alors qu'elle discutait des détails du projet, le téléphone sonna. C'était Pierre Laurent, le maire de Baume de Venise, un allié de longue date du refuge. « Élise, dit-il d'une voix grave, nous avons un problème. Le conseil municipal est divisé concernant votre demande d'extension. Certains membres craignent que cela ne freine le développement touristique de la région. » Cette nouvelle était un coup dur, mais Élise avait l'habitude des obstacles. Depuis la création du refuge, chaque victoire avait été le fruit d'une lutte acharnée. Elle savait que la réunion avec les investisseurs prendrait maintenant une importance encore plus cruciale. Le destin du refuge, et avec lui celui de nombreuses espèces menacées, dépendrait des décisions prises dans les jours à venir. Le bureau des investisseurs se dressait tel un monument de verre et d'acier au cœur de Marseille, contrastant drastiquement avec la rusticité du refuge. Élise ajusta sa tenue, inhabituelle pour elle qui préférait les vêtements pratiques adaptés à sa vie quotidienne. À ses côtés, Camille portait un tailleur élégant, son ordinateur portable sous le bras contenant leur présentation minutieusement préparée. Fondation Mercier, lut Élise sur la plaque dorée de l'entrée. Ce nom lui était étrangement familier. En pénétrant dans le hall climatisé, des souvenirs longtemps enfouis remontèrent à la surface. Gabriel Mercier, le PDG du groupe, était le même homme qui, des années auparavant, avait proposé de transformer une partie des terres de Baume de Venise en complexe hôtelier de luxe. Dans l'ascenseur qui les menait au dernier étage, Camille remarqua la tension dans le regard de sa mère. « Tu le connaissais déjà, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement. Élise hocha la tête, se remémorant les débats houleux d'autrefois. « Ton père et lui avaient des visions très différentes pour la région, » répondit-elle simplement. Les portes s'ouvrirent sur un étage aux murs blancs ornés d'œuvres d'art contemporain. Une jeune assistante les conduisit dans une vaste salle de réunion où Gabriel Mercier les attendait. Les années avaient à peine marqué son visage, toujours aussi charismatique qu'autrefois. « Élise, dit-il en se levant pour les accueillir, le temps n'a pas effacé votre détermination, à ce que je vois. » La présentation de Camille fut impeccable. Elle exposa avec passion leur vision d'un corridor écologique, les bénéfices pour la faune locale, et le potentiel de développement d'un tourisme durable. Les chiffres étaient convaincants, les projections réalistes. Pourtant, Élise ne pouvait s'empêcher de noter les regards énigmatiques que Mercier échangeait avec ses collaborateurs.
Votre projet est admirable, déclara-t-il finalement, mais j'ai une autre proposition à vous faire. Il dévoila alors son propre plan, une fusion entre la Fondation Baume et la Fondation Mercier. Imaginez les ressources que nous pourrions mettre à votre disposition, argumenta-t-il avec enthousiasme. Des équipements de pointe, des chercheurs internationaux, une visibilité mondiale. L'offre était tentante, mais Élise sentait le piège se refermer. « Et quelle serait votre vision pour le refuge » demanda-t-elle, craignant la réponse. Mercier sourit, déroulant des plans architecturaux sur la table. Un centre de recherche moderne, des installations touristiques intégrées, un programme de visite guidée. Nous pourrions transformer Baume de Venise en une vitrine de l'écotourisme de luxe. Camille observait sa mère, partagée entre l'excitation des possibilités offertes et l'inquiétude face aux changements proposés. Le silence d'Élise en disait long sur son dilemme. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce pour quoi elle s'était battue, risquait d'être transformé en quelque chose de méconnaissable. En quittant le building, mère et fille marchèrent longtemps en silence le long du vieux port. Le soleil couchant teintait le ciel de rose, rappelant les douces couleurs des champs de lavande de leur refuge. « Il nous donne une semaine pour décider » murmura finalement Camille. « Que devons-nous faire » La réponse d'Élise fut interrompue par un appel urgent du refuge. Un des soigneurs venait de découvrir des traces suspectes près des enclos des lynx. Quelqu'un avait pénétré dans la réserve pendant leur absence. Cette nouvelle troublante allait bientôt révéler que leur problème était plus complexe qu'une simple décision financière. Le retour précipité au refuge se fit dans une atmosphère tendue. Laurent, le vétérinaire en chef, les attendait à l'entrée, son visage habituellement serein marqué par l'inquiétude. Les traces commencent près de l'ancienne oliveraie et mènent jusqu'aux enclos des lynx, expliqua-t-il en guidant Élise et Camille à travers les sentiers. Mais ce n'est pas tout. Dans son bureau, Laurent déploya une série de photos satellites de la région. Ces images datent d'il y a 3 mois, dit-il en pointant une zone boisée adjacente aux terres du refuge. Et voici les mêmes parcelles aujourd'hui. La différence était subtile mais significative, des chemins à peine visibles sillonnaient désormais la forêt, comme des cicatrices sur la peau verte des collines. Camille se pencha sur les images, son esprit analytique cherchant des explications. Ces chemins, ils semblent éviter systématiquement les zones surveillées, remarqua-t-elle. Élise sentit son cœur se serrer. Ces traces rappelaient étrangement les anciennes routes des braconniers, celles qu'elle avait tant combattues dans le passé. Un bruit de moteur interrompit leur discussion. Par la fenêtre, elles aperçurent une Range Rover rutilante se garer devant le centre d'accueil. En descendit une femme élégante qu'Élise reconnut immédiatement, Claire Mercier, l'épouse de Gabriel. « Que fait-elle ici » murmura Camille, surprise par cette visite inattendue. Claire traversa la cour d'un pas assuré, son tailleur de créateur contrastant avec l'environnement rustique du refuge. Élise, salua-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, je passais dans la région et je me suis dit qu'une petite visite s'imposait. Son regard balaya les installations avec un mélange d'intérêt et de dédain à peine dissimulé. Pendant la visite guidée improvisée, Claire posa des questions étrangement précises sur le fonctionnement du refuge, particulièrement concernant les zones limitrophes et les systèmes de surveillance. Élise répondait avec prudence, son instinct en alerte. Quelque chose dans l'attitude de Claire sonnait faux, comme si sa présence cachait un autre motif. Le soir venu, après le départ de leur visiteuse, Camille découvrit un document oublié près de la photocopieuse, des plans détaillés d'un projet immobilier, daté d'une semaine avant leur rencontre avec Gabriel Mercier. Les plans recouvraient exactement la zone où les chemins mystérieux étaient apparus. « Maman » appela Camille, sa voix tremblante d'indignation, « je crois que j'ai compris leur stratégie. » Elle étala les documents sur la table. La proposition de fusion n'est qu'une façade. Regarde ces plans, ils prévoient de construire un complexe touristique juste à côté du refuge. Les chemins dans la forêt, ce sont probablement des relevés topographiques préliminaires. Élise observa les plans avec attention, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. La visite de Claire, les questions insistantes, l'empressement de Gabriel à fusionner leurs fondations. Tout prenait un sens nouveau et inquiétant. Le projet immobilier menacerait directement les corridors naturels utilisés par les animaux, particulièrement les lynx. Un bruit sourd provenant de l'extérieur les fit sursauter. Dans la pénombre du crépuscule, une silhouette féline se découpait près des enclos, un lynx sauvage, probablement attiré par la présence de ses congénères en captivité. L'animal les observa un instant, ses yeux brillant d'une lueur dorée, avant de disparaître silencieusement dans les buissons.
Ce signe semblait être un présage. Élise se tourna vers sa fille, une nouvelle détermination dans le regard. « Nous ne pouvons pas les laisser détruire tout ça, dit-elle doucement. Mais nous aurons besoin d'aide. » Elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. Il était temps de réveiller d'anciennes alliances et de mobiliser ceux qui, comme elle, avaient juré de protéger ces terres. Le lendemain matin, la salle de réunion du refuge bourdonnait d'une énergie inhabituelle. Autour de la grande table en bois, Élise avait rassemblé un groupe hétéroclite mais déterminé. Il y avait là Marcel Durand, un viticulteur bio dont les terres jouxtaient le refuge, Sarah Benoît, une journaliste environnementale qui suivait leur travail depuis des années, et Antoine Rousseau, un avocat spécialisé en droit environnemental qu'Élise avait connu lors de ses premières batailles pour la préservation. Les Merciers ne sont pas novices en matière de contournement des lois environnementales, expliqua Antoine en examinant les documents découverts par Camille. Leur stratégie est claire, ils veulent prendre le contrôle du refuge pour affaiblir toute opposition à leur projet immobilier. Sarah feuilletait ses notes avec attention. J'ai enquêté sur leur précédent projet, intervint-elle. À chaque fois, le même schéma se répète, ils commencent par des promesses de développement durable, puis une fois le contrôle acquis, les projets changent radicalement de nature. Camille, qui écoutait attentivement, projeta sur le mur les photos satellites des chemins mystérieux. Ces relevés topographiques illégaux sont notre meilleure chance de les arrêter, suggéra-t-elle. Ils prouvent que les Merciers agissent déjà comme si le terrain leur appartenait. Marcel se leva, s'approchant de la carte. Mes vignes créent une zone tampon naturelle entre leur projet et le refuge, dit-il en traçant une ligne du doigt. Je refuse de vendre, quelles que soient leurs offres. Mais ils ont déjà approché d'autres propriétaires. Élise observait cette mobilisation avec un mélange d'émotion et de fierté. Ces personnes représentaient l'âme véritable de la Provence, ceux qui comprenaient la valeur inestimable de ces terres au-delà de leur potentiel commercial. Soudain, Louise, une des soigneuses du refuge, fit irruption dans la salle. « Venez voir » s'exclama-t-elle, le souffle court. Le groupe la suivit jusqu'à la clairière principale. Là, dans la lumière dorée du matin, un spectacle extraordinaire les attendait, une femelle lynx sauvage et ses deux petits traversaient paisiblement l'espace, première observation d'une reproduction naturelle dans la région depuis des décennies. Sarah sortit immédiatement son appareil photo, documentant cette scène précieuse. « Voilà notre preuve vivante » murmura-t-elle. La preuve que le corridor écologique fonctionne, que ces terres sont essentielles à la survie de l'espèce. Antoine hocha la tête, pensif. Avec ces images et les preuves des relevés illégaux, nous pouvons monter un dossier solide. La présence documentée d'une espèce protégée en reproduction naturelle renforce considérablement notre position juridique. Camille, qui n'avait pas quitté les lynx des yeux, se tourna vers sa mère. Les réseaux sociaux, dit-elle avec conviction. Nous devons montrer au monde ce qui se passe ici. Pas seulement les menaces, mais aussi la beauté de ce que nous protégeons. Marcel posa une main rugueuse sur l'épaule d'Élise. Tu te souviens quand nous étions enfants et que nos parents nous racontaient les légendes des gardiens de la terre? Nous sommes devenus ces gardiens, Élise. Et nous ne sommes pas seuls. La réunion se poursuivit tard dans la journée, chacun apportant ses idées et ses ressources. Un plan prenait forme, une stratégie qui combinerait action légale, mobilisation publique et protection active du territoire. Mais alors qu'ils finalisaient leurs préparatifs, personne ne remarqua la voiture banalisée garée sur la route départementale, ni l'homme qui photographiait discrètement leurs allées et venues. L'aube n'avait pas encore pointé lorsque le téléphone d'Élise sonna. La voix de Marcel était tendue, des engins de chantier, Élise. Ils sont en train d'installer un campement de base près de mes vignes. Elle se précipita à la fenêtre, apercevant dans la pénombre les lueurs des phares qui serpentaient le long des chemins forestiers. En moins d'une heure, une mobilisation spontanée s'organisa. Les habitants des villages voisins, alertés par les réseaux sociaux de Camille, commencèrent à affluer vers le refuge. Parmi eux, des familles entières, des agriculteurs, des commerçants, tous unis par leur attachement à ces terres. Sarah, la journaliste, était déjà sur place, accompagnée d'une équipe de télévision régionale. Le timing est parfait, expliqua-t-elle à Élise. J'ai reçu des informations compromettantes sur les Merciers hier soir. Leur projet immobilier cache quelque chose de bien plus grave. Dans le bureau du refuge transformé en quartier général improvisé, Antoine étalait des documents sur la table. Regardez ces permis, dit-il en pointant des incohérences.
les Merciers n'ont pas seulement prévu un complexe touristique. Ils veulent exploiter une source d'eau souterraine découverte lors de leurs relevés illégaux. Une source qui alimente tout l'écosystème local. Camille, qui analysait les données sur son ordinateur, leva brusquement la tête. Les cartes hydrologiques confirment tout, dit-elle. Cette source est connectée à tout le réseau aquifère de la région. Son exploitation mettrait en péril non seulement la faune sauvage, mais aussi tous les vignobles et les cultures locales. Un bruit de moteur les interrompit. Une limousine noire venait de s'arrêter devant le refuge. Gabriel Mercier en descendit, accompagné de Claire et d'une équipe d'avocats. Leur arrivée créa un mouvement de foule, les habitants formant spontanément une barrière humaine devant l'entrée du refuge. « Vous ne pouvez pas nous empêcher de développer des terres qui nous appartiennent légalement », déclara Mercier, sa voix portant dans le silence tendu du matin. Mais Élise s'avança, tenant dans ses mains un dossier que Sarah venait de lui remettre. « Ces terres ne vous appartiennent pas encore, Gabriel, répondit-elle calmement. Et elles ne vous appartiendront jamais. » Elle ouvrit le dossier, en sortant une série de documents. « Voici les preuves de vos relevés illégaux, de vos tentatives de corruption d'officiels locaux, et surtout, les études prouvant l'impact désastreux de votre projet sur l'environnement. » Les caméras tournaient, capturant chaque moment de la confrontation. Claire Mercier, visiblement mal à l'aise, tirait nerveusement sur la manche de son mari. Mais Élise n'avait pas fini. D'un geste, elle fit signe à Marcel d'approcher. « Et voici notre contre-proposition », annonça-t-elle en sortant un autre document. Les propriétaires terriens de la région, menés par Marcel Durand, ont créé une coopérative. Ensemble, nous avons obtenu le classement de ces terres en zone de protection renforcée. Avec le soutien du Conseil régional et du ministère de l'Environnement. La nouvelle fut accueillie par une explosion de joie de la foule rassemblée. Gabriel Mercier, son masque d'assurance se fissurant enfin, fit signe à ses avocats de le suivre. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, il se retourna une dernière fois vers Élise. « Vous ne pourrez pas toujours protéger ces terres », lança-t-il avec amertume. Camille s'avança aux côtés de sa mère, prenant sa main dans la sienne. « C'est là que vous vous trompez, répondit-elle. Car nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été. Un an s'était écoulé depuis la confrontation avec les Merciers. Le refuge de Baume de Venise s'était transformé, non pas comme l'avaient imaginé les promoteurs immobiliers, mais d'une façon qui respectait profondément son essence. Les champs de lavande s'étendaient toujours à perte de vue, mais ils étaient maintenant traversés par des sentiers éducatifs soigneusement aménagés. Dans l'ancien chai rénové, transformé en centre d'éducation environnementale, Camille animait une conférence devant un groupe d'étudiants internationaux. Sur les murs, des photographies grandeur nature montraient les lynx dans leur habitat naturel, notamment la femelle et ses petits dont l'apparition avait marqué un tournant dans leur combat. Le refuge n'est pas seulement un sanctuaire pour les animaux, expliquait-elle avec passion. C'est un modèle de coexistence entre l'homme et la nature. Elle projeta une carte montrant le nouveau statut des terres, une vaste zone protégée, gérée collectivement par la coopérative des propriétaires locaux. Élise, assise au fond de la salle, observait sa fille avec fierté. Le projet qu'elles avaient développé après la victoire contre les Merciers avait dépassé toutes leurs espérances. La coopérative, initiée par Marcel, était devenue un exemple de gestion durable, alliant protection de la nature et développement local harmonieux. Après la conférence, mère et fille marchèrent ensemble le long des nouveaux sentiers. Le soleil couchant baignait les collines d'une lumière dorée, et dans l'air flottait le parfum des lavandes. « Tu te souviens de ce que tu me disais quand j'étais petite ?» demanda Camille. « Que chaque génération devait prendre soin de la terre pour la suivante ?» Élise sourit, s'arrêtant près d'un point d'observation. En contrebas, les vignes de Marcel s'étendaient en rangées parfaites, et au-delà, la réserve naturelle nouvellement créée abritait une biodiversité florissante. Le programme de réintroduction des lynx, soutenu par des fonds européens, montrait des résultats prometteurs. « Regarde » murmura Camille, pointant vers la lisière du bois. Un lynx émergea silencieusement des arbres, suivi de près par 3 petits. C'était la même femelle qu'ils avaient observée un an plus tôt, sa famille maintenant agrandie. La population de lynx dans la région avait doublé depuis la création de la zone protégée. Le centre d'accueil du refuge était devenu un lieu de rencontre pour la communauté locale. Les agriculteurs y échangeaient leurs expériences en agriculture biologique, les enfants des écoles voisines y apprenaient l'importance de la biodiversité, et les touristes découvraient une autre façon de visiter la Provence, plus respectueuse et authentique.
L'avenir appartient à ceux qui le protègent, dit doucement Élise, regardant le soleil disparaître derrière les collines. Le refuge était devenu bien plus qu'un sanctuaire pour animaux, c'était un symbole d'espoir, la preuve qu'une autre voie était possible. Dans le crépuscule, les lumières du centre s'allumèrent une à une, comme autant d'étoiles terrestres. Une nouvelle génération de gardiens de la Terre était prête à prendre la relève, portant plus loin encore le rêve de préservation et d'harmonie qu'Élise avait semé tant d'années auparavant. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux projets à développer. Mais ce soir-là, dans la douceur du soir provençal, mère et fille savouraient simplement la paix de leur victoire, conscientes que leur combat pour la nature ne faisait que commencer. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que cette histoire d'Élise et Camille vous a touché. Pour continuer ce voyage émotionnel à travers la Provence et ses trésors naturels, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à la vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et la beauté de notre monde naturel. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous attendons vos commentaires avec impatience.